Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur RGDE Nouvelles. En ce lundi 13 octobre 2025, nous vous proposons une analyse objective et sans détour de l'actualité qui façonne Haïti et ses communautés à travers le monde. Il s'est passé pas mal de choses lors de ce long week-end. Évidemment, nous avons un journal très chargé. Notre mission est de vous offrir un regard éclairé sur les enjeux politiques, économiques et culturels qui comptent vraiment. Au cœur de notre édition, aujourd'hui, l'éducation, pilier de notre avenir collectif. Nous décrypterons pour vous une offensive sur 3 fronts. Un soutien financier massif pour les familles, un plan historique contre l'analphabétisme et une reprise en main de la qualité de l'enseignement. Les grands titres. Voici les points saillants de l'actualité que nous développerons dans ce premier segment du bulletin de nouvelles. L'éducation est au premier plan avec une série d'actions visant à renforcer le système scolaire et à soutenir les familles haïtiennes. Aide à la rentrée scolaire. Le gouvernement, via le Fonds d'assistance économique et sociale FAES, confirme avoir déjà versé une aide financière à près de 95 000 familles pour alléger le fardeau de la rentrée des classes. Lutte contre l'analphabétisme. Lancement d'un plan national ambitieux doté d'un budget de plus de 20 millions de dollars visant à enseigner la lecture et l'écriture à 1,5 million de personnes en un an. Gouvernance éducative. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle entame une vaste opération de régularisation pour garantir la qualité de l'enseignement dans les écoles privées du pays. Partenariat pour l'avenir. Au Cap haïtien, la Fondation Digicel inaugure une nouvelle annexe scolaire illustrant la collaboration essentielle entre les secteurs publics et privés pour l'accès à l'éducation. Nous commençons avec notre dossier spécial sur le programme de soutien à la rentrée scolaire. Développement de l'actualité, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous analysons une stratégie nationale pour l'éducation qui se déploie sur 3 axes majeurs. Assurer l'accès financier, bâtir les fondations du savoir et garantir la qualité de l'enseignement. À l'aube de l'année académique 2025-2026, le gouvernement a déployé une mesure stratégique pour garantir l'accès à l'éducation et alléger la pression financière sur les ménages les plus vulnérables. Le programme d'urgence multisectoriel pour l'appui à la rentrée scolaire, PUMARSVG en termes de sigle, coordonné par le FAES, s'appuie sur des partenariats avec les opérateurs Natcom et Digicel pour effectuer des transferts monétaires directs via leur plateforme de paiement mobile, une opération d'envergure dont nous vous présentons aujourd'hui les premiers résultats concrets. Voyons le bilan chiffré de l'opération. Selon un rapport d'avancement daté du 10 octobre, l'opération de décaissement a déjà atteint une large part des bénéficiaires ciblés avec des paiements effectués via les plateformes mobiles Natcash de Natcom et Moncash. Nombre total de bénéficiaires payés, 94 347 familles ont reçu leur subvention. Montant total décaissé, plus de 1,4 milliard de gourdes ont été versées. Répartition par opérateur téléphonique qu'on veut dire. 72 798 bénéficiaires via Natcom par Natcash pour un total de 1,11 milliard de gourdes. 21 549 bénéficiaires via Digicel par Moncash pour plus de 331 millions de gourdes. Il est à noter que ce montant représente une partie des 794,9 millions de gourdes initialement prévues pour cette plateforme. Le solde restant devant être déboursé prochainement. Montant moyen par bénéficiaire. Chaque famille a reçu en moyenne 15 342 gourdes. On dit en créole « bay piti pa chiche ». Certains peuvent très vite dire « mais 15 000 gourdes en ces temps-ci, c'est pas grand-chose ». Mais « fourmi bay petit li sal gain », je crois que c'est ce qu'on dit. Donc, taux d'exécution global. Le paiement du solde, qui concerne environ 37% des bénéficiaires inscrits, se poursuivra dans les prochains jours.
Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a souligné la vision derrière cette initiative, déclarant « Soutenir les parents, c'est investir dans l'avenir de nos enfants et dans l'avenir d'Haïti ». Sur le plan opérationnel, le programme s'est appuyé sur des mécanismes de communication directe, incluant des SMS et des appels automatisés pour informer les parents du statut de leur transfert. Le processus n'a cependant pas été sans défi. Le rapport fait état de 48 transactions qui ont échoué via la plateforme de Digicel, principalement en raison de comptes suspendus ou de portefeuilles électroniques ayant atteint leurs limites de capacité, empêchant la réception de nouveaux fonds. Mais cet appui financier ne suffit pas si les bases de la connaissance ne sont pas solides. C'est pourquoi le gouvernement s'attaque en parallèle à un autre défi de taille, l'analphabétisme. Il y a un plan national qui est lancé en ce sens, un plan national d'alphabétisation. L'analphabétisme demeure un défi majeur en Haïti, où plus de 2,5 millions de citoyens étaient concernés en 2024. Le département de l'Ouest affiche le taux le plus élevé de 34% de sa population, suivi par l'Artibonite avec 15%. Face à cette réalité, le secrétariat d'État à l'alphabétisation a annoncé une réponse gouvernementale d'une ampleur inédite. Maître Mozart Clérisson, le secrétaire d'État, a détaillé les contours de ce projet ambitieux qui est déjà en phase de déploiement. L'objectif, selon lui, c'est alphabétiser 1,5 million de personnes. Et le calendrier prévu, le plan s'étendra d'octobre 2025, le mois en cours, à septembre 2026. Une enveloppe de 20,8 millions de dollars américains est prévue pour son financement. Le projet s'appuie sur la formation de 50 000 formateurs, un processus qui a déjà débuté dans les départements de l'Ouest, du Nord-Ouest et de l'Artibonite, des centres de coordination départementaux et des campagnes de sensibilisation viendront compléter le dispositif. Cette annonce, Madame, Monsieur, représente une avancée majeure. Toutefois, la réussite de ce projet historique dépendra entièrement de la capacité du gouvernement à décaisser les financements promis dans les délais impartis. Parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas les beaux projets qui manquent en Haïti, mais rendus au moment de réalisation, les fonds ne sont pas décaissés. Savoir lire et écrire est une chose. Le faire dans un cadre éducatif de qualité en est une autre. C'est tout l'enjeu des nouvelles mesures de gouvernance du secteur. Renforcement de la gouvernance éducative. Parlons-en. Pour garantir une éducation de qualité et équitable sur tout le territoire, la régulation du secteur est une étape indispensable, notamment en ce qui concerne le vaste réseau d'écoles privées. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le MENFP, a lancé une initiative de grande envergure pour renforcer la gouvernance du système. La distribution de permis de fonctionnement officiels a débuté dans le département de l'Ouest et s'étendra progressivement aux 10 départements du pays. L'objectif est clair, s'assurer que chaque établissement respecte des normes précises en matière d'infrastructure, de qualification du personnel enseignant et de conformité avec les programmes officiels. Cette démarche vise à lutter contre la prolifération des écoles non autorisées et à instaurer plus de transparence. Partenariat public-privé au Cap-Haïtien. Parallèlement aux efforts de régulation, la collaboration entre acteurs publics et privés continue de porter ses fruits. Un exemple concret nous vient du Cap-Haïtien, où une nouvelle annexe du collège Jean XXIII a été inaugurée. Ce projet, fruit d'un partenariat entre l'archidiocèse du Cap-Haïtien et la fondation Digicel, démontre comment des visions partagées peuvent se traduire en actions concrètes pour offrir un meilleur accès à une éducation de qualité. Ces initiatives, bien que distinctes, dessinent les contours d'une stratégie nationale cohérente. En agissant simultanément sur l'aide financière pour maintenir les élèves à l'école, sur l'alphabétisation pour combler les lacunes fondamentales et en comptant sur la régulation pour assurer un enseignement de qualité,
les autorités et leurs partenaires affichent une ambition nouvelle pour l'avenir de l'éducation en Haïti. C'est le temps de clôturer ce premier segment de nouvelles. Restez branchés, Madame, Monsieur. Nous vous reviendrons juste après la pause pour continuer notre bulletin de nouvelles. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025. Nous poursuivons notre journal. Dans ce segment, nous nous penchons sur la situation tragique en Haïti où la faim gagne du terrain de manière implacable. Les derniers rapports dressent le portrait d'une crise humanitaire d'une ampleur inédite, poussant des millions de personnes au bord du gouffre. Nous analyserons les chiffres, les causes profondes de cet effondrement et la réponse des autorités face à l'urgence. Voici les principaux titres qui seront développés à ce deuxième segment de nouvelles. Crise alimentaire sans précédent. De nouveaux chiffres révèlent que plus de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Les causes d'un effondrement, une analyse des facteurs multiples de la violence des gangs à l'échec des infrastructures agricoles qui étranglent le pays. La réponse des autorités. Le gouvernement de transition annonce un plan d'urgence face à une situation qui ne cesse de se détériorer. C'est le temps de développer ce deuxième segment de nouvelles. Eh bien, allons à la crise alimentaire aux proportions alarmantes. La faim en Haïti n'est plus une urgence passagère, mais un état permanent pour des millions de citoyens. Les données les plus récentes, publiées la semaine dernière, confirment une détérioration alarmante de la situation dans la capitale comme en province. Les marchés se vident, les prix flambent et les familles sont contraintes de réduire leurs repas, plongeant le pays dans un cycle de pauvreté et de désespoir. Le dernier rapport de classification IPC, présenté par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, met en lumière des chiffres sans équivoque. Pour la période allant de septembre 2025 à février 2026, 5,7 millions de personnes, soit 51% de la population analysée, sont en situation de crise alimentaire. Parmi elles, un chiffre particulièrement inquiétant. Près de 1,9 million de personnes se trouvent en situation d'urgence. Pour être clair, la phase 3, qualifiée de crise, signifie que des familles doivent vendre leurs maigres biens pour manger. La phase 4, ou urgence, est le dernier stade avant la famine, où la malnutrition et la mortalité sont généralisées. Les projections ne laissent entrevoir aucune amélioration, bien au contraire. La situation devrait encore se détériorer de mars à juin 2026, où le nombre total de personnes touchées pourrait atteindre 5,91 millions. Vous me direz, c'est un chiffre exagéré, mais ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de RGDE Nouvelles. Nous analysons le rapport. Les conséquences économiques détaillées dans ce même rapport sont directes et brutales. Le coût de la nourriture a connu une hausse de 33% sur un an, entre juillet 2024 et juillet 2025. Cette inflation galopante asphyxie les familles les plus vulnérables. Dans certains quartiers de Port-au-Prince, les ménages sont contraints de consacrer jusqu'à 65% de leurs dépenses uniquement pour se nourrir. Cette pression économique contraint des millions de familles à faire des choix impossibles, se nourrir au détriment des soins de santé, de l'éducation des enfants ou de la simple dignité. En conséquence, 4 ménages sur 10 présentent un indice de faim qualifié de modéré ou sévère, et près de la moitié ont dû s'endetter pour survivre. Mais ces chiffres, aussi dramatiques soient-ils, ne sont que les symptômes. Pour comprendre comment Haïti en est arrivé là, il faut analyser les causes profondes d'un effondrement annoncé. Annoncé, ça veut dire tout le monde l'a vu venir, mais personne n'a absolument rien fait. Analyse des causes d'un effondrement structurel. La crise alimentaire qui frappe Haïti n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'une convergence de facteurs politiques, sécuritaires et économiques qui ont progressivement paralysé le pays.
La faim est aujourd'hui le symptôme d'un effondrement de la gouvernance et de la production nationale. Décortiquons ensemble les facteurs déterminants de cette crise. La violence armée et ses conséquences. L'expansion du contrôle territorial des gangs a des répercussions dévastatrices. En occupant des zones stratégiques, les groupes armés perturbent les circuits d'approvisionnement et paralysent les activités économiques. Plus tragique encore, même lorsque les récoltes sont bonnes dans certaines régions, comme ce fut le cas au printemps, l'insécurité empêche les agriculteurs et les commerçants d'acheminer leurs produits vers les marchés de Port-au-Prince, créant une situation absurde où la nourriture existe mais ne peut atteindre ceux qui ont faim. Une économie asphyxiée. Une inflation galopante ronge le pouvoir d'achat déjà faible des ménages. Dans ce contexte, un rapport conjoint du Fonds monétaire international FMI et de l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture IICA révèle une donnée saisissante. Pour éradiquer la faim, Haïti devrait investir l'équivalent de 13% de son produit intérieur brut, PIB. Pour mettre ce chiffre en perspective, le même rapport estime que 70% des autres pays de la région pourraient atteindre cet objectif en investissant moins de 1% de leur PIB. L'effort requis d'Haïti est donc 13 fois supérieur, illustrant une crise d'une magnitude unique sur le continent. La faillite agricole et l'absence de l'État. L'incapacité de l'État à soutenir la production agricole est un facteur aggravant. L'exemple du chantier inachevé du canal d'irrigation de la plaine Marie-Barou dans le nord-est témoigne de cette irresponsabilité. C'était dans les nouvelles, dans les médias l'année passée, tout le monde en parlait partout sur les réseaux sociaux, KPK, Canal Pape Campé. Les promesses non tenues et les infrastructures défaillantes handicapent les agriculteurs. Cette situation se traduit par une baisse continue de la production. Les estimations prévoient une chute de 12% pour les céréales sur la période 2025-2026. Ces facteurs combinés frappent certaines zones plus durement que d'autres. Parmi les zones les plus touchées, classées en phase 4, donc la phase d'urgence, la toute dernière, on retrouve le département du Nord-Ouest dans sa quasi-totalité. Donc de larges plans du département de l'Artibonite, l'île de la Gonâve ainsi que les camps de déplacés et des quartiers pauvres de Port-au-Prince comme Cité-Soleil. Face à cet engrenage mortel, que fait le gouvernement de transition ? Un plan d'urgence a été annoncé, mais la question qu'il faut se poser, est-il à la hauteur du défi ? Donc c'est le temps de regarder la réponse des autorités et la perspective internationale. Face à l'urgence, le gouvernement haïtien a annoncé une série de mesures visant à reprendre le contrôle de la situation et à apporter une réponse structurée à la crise. Le Conseil présidentiel de transition, CPT, a lancé le plan de réparation et de réponse aux crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce plan a pour ambition de permettre une mobilisation rapide des ressources, d'assurer un suivi financier transparent et de renforcer la gouvernance du secteur. La mesure phare de ce plan est la transformation de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA, en un Office national de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette nouvelle structure est conçue pour assurer une coordination plus efficace, des interventions et une réponse mieux adaptée aux crises. Le conseiller présidentiel Louis-Gérald Gilles a appelé à une mobilisation collective lors de la présentation de ce plan, déclarant, et je cite, « Ensemble, nous pouvons sauver des vies, protéger les moyens d'existence et renforcer la résilience alimentaire du pays. » Fin de citation. Toutefois, les experts s'accordent à dire que sans une sécurisation des axes routiers et un accès humanitaire sans entrave, ce plan, aussi ambitieux soit-il, risque de rester lettre morte pour les millions de personnes prises au piège de la faim.
Madame, Monsieur, c'est la fin du deuxième segment de nouvelles. Restez branchés. Nous vous reviendrons après la pause pour la suite de notre bulletin de nouvelles. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Nous sommes bien le lundi 13 octobre 2025. Voici les principaux titres que nous développerons dans ce troisième segment de nouvelles. Volte-face politique en Haïti. Le gouvernement de transition annule le projet de nouvelle constitution, une décision qui soulève des accusations de gaspillage colossal de fonds publics. La course aux élections relancée. Face à un calendrier serré, le pouvoir en place réaffirme sa promesse d'organiser des scrutins avant février 2026. Mais l'incertitude demeure. Sécurité, le défi suprême. Alors que la violence s'intensifie, les autorités haïtiennes appellent à l'accélération du déploiement d'une force internationale et cherchent à renforcer la police nationale. Commençons par développer le volte-face politique sur la Constitution. Dans un tournant majeur qui redéfinit les priorités de la transition politique haïtienne, le gouvernement intérimaire a officiellement abandonné son projet controversé de nouvelle constitution. Cette décision marque la fin d'une promesse clé faite par l'équipe au pouvoir et recentre le débat sur les défis électoraux et sécuritaires. La décision a été formalisée lors du Conseil des ministres du jeudi 9 octobre 2025 dont nous avons parlé, qui s'est déroulé au Palais national. Le gouvernement a abrogé les décrets antérieurs qui prévoyaient l'organisation d'un référendum constitutionnel, décret du 24 juin 2024, et la mise en place de la conférence nationale chargée de rédiger le texte, décret du 17 juillet 2024. Cette volte-face serait le résultat de deux facteurs principaux. D'une part, des pressions exercées par les États-Unis pour l'établissement d'un calendrier électoral clair. Ça, on n'a pas à se le cacher, c'était dans les nouvelles, nous en avons parlé à plusieurs reprises la semaine passée. D'autre part, une forte opposition de nombreux secteurs de la société haïtienne. Ces derniers dénonçaient l'absence de conditions sécuritaires pour un tel scrutin et soulignaient que toute modification constitutionnelle, selon la Constitution de 1987, relève de la compétence exclusive du Parlement. Et ça se trouve, Haïti a même oublié ce que ça veut dire avoir un Parlement, tellement que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Un gaspillage de fonds publics dénoncé. L'annulation de ce projet, après des mois de préparation, a provoqué une vague d'indignation concernant la gestion des fonds publics. Selon plusieurs sources, des centaines de millions de gourdes ont été dépensées. À titre d'exemple, les membres du comité pilote du référendum, rémunérés à travers des jetons de présence avoisinant les 700 000 gourdes chacun, avaient déjà produit un document préparatoire désormais caduc. Marie-André Dérilus, membre d'une organisation citoyenne, qualifie cette situation de « gifle pour le peuple haïtien ». S'indignant, on parle, et je cite, « on parle de centaines de millions dépensés alors que les hôpitaux manquent de tout et que les écoles publiques ferment ». Ces fonds, dénoncent les critiques, auraient dû être alloués à des priorités vitales comme le soutien aux hôpitaux et écoles, l'aide à plus de 1,3 million de personnes déplacées ou le renforcement de la sécurité nationale. L'abandon de ce projet constitutionnel, aussi controversé soit-il, recentre désormais l'attention du pouvoir de transition sur son autre promesse fondamentale, l'organisation des élections. Passons maintenant à la course aux élections relancées. Avec l'abandon du référendum, l'organisation d'élections générales redevient la priorité absolue du Conseil présidentiel de transition, CPT. Cependant, la route vers les urnes est semée d'obstacles et le calendrier s'annonce extrêmement serré. Le CPT a réaffirmé son engagement à créer les conditions nécessaires pour la tenue d'élections libres, crédibles et transparentes avant la fin de son mandat fixé au 7 février 2026.
Quel challenge! Cette promesse est désormais au cœur de toutes les discussions, mais elle se heurte à des incertitudes majeures. Les principaux obstacles qui pèsent sur le processus électoral sont les suivants. Absence de calendrier précis. À ce jour, la note officielle du Conseil présidentiel ne spécifie aucune date pour la tenue des différents scrutins. Délai de préparation aussi. De nombreux experts du domaine électoral estiment qu'un délai incompressible d'au moins 8 mois est nécessaire pour organiser des élections crédibles et techniquement fiables. Incertitude institutionnelle. Le Conseil électoral provisoire CEP, organe chargé de mettre en œuvre le processus, a indiqué être toujours dans l'attente des directives claires du CPT pour pouvoir avancer dans sa mission. En définitive, Madame, Monsieur, la tenue de toute élection, quel qu'en soit le calendrier, reste inextricablement liée à la résolution d'un obstacle majeur, savoir la crise sécuritaire qui paralyse le pays. Eh bien, parlons de sécurité, le défi suprême. La crise sécuritaire demeure l'obstacle numéro 1 à toute forme de stabilité politique et à l'avancement du processus électoral en Haïti. Face à une violence endémique, les initiatives des autorités locales et les appels à l'aide internationale deviennent plus cruciaux que jamais. La situation sur le terrain continue de s'aggraver. La violence des gangs armés s'intensifie, notamment dans les régions de l'Artibonite, du plateau central, de l'Ouest et dans l'ensemble de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où les groupes criminels sèment la terreur. Face à cette crise, la stratégie des autorités s'articule autour de 2 axes principaux. Sur le plan international, le président du CPT, Laurent Saint-Cyr, a lancé un appel pressant à la communauté internationale, s'exprimant le 7 octobre 2025 en Floride lors d'une rencontre avec des leaders de la diaspora haïtienne juste avant un déplacement au Japon. Il a demandé, et je cite, d'accélérer le déploiement effectif de la force de répression des gangs, le FRG, autorisé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Madame, Monsieur, dans cette lignée, les États-Unis ont annoncé la livraison prochaine de 20 véhicules blindés destinés à renforcer les capacités de la police nationale d'Haïti, ce dont nous avions parlé dans l'un des bulletins passés, livraison déjà faite. Ça va être utile à la police nationale et peut-être à la FRG et cette future force internationale. Parallèlement au niveau local, un effort est mené pour renforcer les compétences des forces de l'ordre haïtiennes. Il a été annoncé que des policiers haïtiens se rendront en Colombie dès novembre 2025 pour y suivre une formation spécialisée. Le succès de la transition dépendra donc entièrement de la capacité des autorités haïtiennes et de leurs partenaires internationaux à concrétiser rapidement ces efforts sécuritaires afin de créer un environnement minimalement propice au retour de la démocratie. C'est la fin du 3e segment de Nouvelles. Restez branchés, nous vous reviendrons après la pause, Madame, Monsieur. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Je vous rappelle que nous sommes le lundi 13 octobre 2025. Voici les principaux titres qui seront développés à ce 4e segment de Nouvelles. L'industrie textile en chute libre. L'expiration d'une loi clé américaine menace de rayer 20 000 emplois et d'achever un secteur déjà dévasté. Diagnostic choc du FMI. 7 ans de récession. Une inflation galopante. Le FMI dresse un bilan économique dévastateur pour Haïti. C'est le temps de développer en détail ces points qui ont été annoncés. Eh bien, Madame, Monsieur, un pilier de l'économie haïtienne est au bord de l'effondrement. Les lois américaines HOPE,
et HELP. On parle souvent de HOPE et HELP. Prenons le temps de le définir. Les mots sont en anglais avec les acronymes, avec des mots en anglais, mais on peut mettre ça en français. HOPE, ça ferait en français Opportunité hémisphérique haïtienne pour la promotion et l'encouragement. OK? Qui pourrait être aussi Opportunité hémisphérique haïtienne par le partenariat pour l'encouragement. Et puis HELP, H-E-L-P, pourrait être Programme de hausse économique et de levée pour Haïti, qui pourrait être aussi Programme de relance économique haïtien. Vous voyez? Donc, il y a justement des lois qui encadraient ces industries, ce partenariat, pas industrie, mais ce partenariat. Et c'est arrivé à expiration ce mois de septembre 2025 qui vient de s'écouler. Ces législations étaient capitales. Elles permettaient à Haïti d'exporter des vêtements vers les États-Unis en franchise de droit, un secteur qui représente à lui seul 90% des exportations du pays. Vous savez, Haïti ne produit plus comme avant et n'a pas même de quoi se nourrir, prendre soin de lui-même. Donc, les quelques petites choses qu'on exporte, c'est très peu par rapport à autrefois. L'échéance 5 septembre 2025 est passée et la loi n'a pas été renouvelée par le Congrès américain avec des conséquences immédiates. Donc, le secteur déjà décimé par l'insécurité, qui a fait chuter l'emploi de 62 000 en 2018 à seulement 26 000 aujourd'hui, voit maintenant 15 000 à 20 000 emplois supplémentaires directement menacés par l'expiration de la loi. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, tire la sonnette d'alarme et prévient que cette situation pourrait entraîner la fermeture de nombreuses entreprises. Selon lui, les désaccords entre républicains et démocrates au Congrès américain ont retardé toute décision. S'il parle ainsi, ça veut dire qu'il a encore bon espoir que quelque chose peut bien se passer, ou il y a quelque chose en cours. Malgré l'urgence, certaines voix se veulent rassurantes. L'homme d'affaires dominicain Fernando Capellan, président de Codevi, se dit convaincu que la loi sera reconduite pour 10 ans dans les 90 prochains jours, soulignant le soutien de la Maison-Blanche. Cependant, l'économiste William Savary apporte une analyse plus nuancée. Il rappelle 3 points essentiels. Le renouvellement n'est pas une garantie et dépend du respect par Haïti des normes internationales du travail. Numéro 2, cette loi a toujours été une mesure temporaire conçue pour donner à Haïti le temps de bâtir un plan de développement économique durable, un objectif qui n'a pas été atteint. Haïti doit développer de meilleures stratégies de négociation en utilisant par exemple ses importations massives de riz américain comme levier. Le temps presse. Selon le ministre Monazar, l'administration Trump devrait se prononcer sur ce dossier crucial avant le 19 décembre 2025. Pour mieux comprendre la vulnérabilité systémique d'Haïti, un récent rapport du Fonds monétaire international FMI fournit une toile de fond éclairante. Le diagnostic met en lumière des défis qui dépassent largement la seule crise du textile. Le FMI dresse un bilan économique sombre, marqué par des déséquilibres profonds malgré quelques signaux de stabilité, et voici les points clés du rapport. Tenez-vous bien, madame, monsieur. Les points négatifs. Le pays a connu 7 années consécutives de récession. L'inflation annuelle avoisine les 32% et le secteur bancaire présente des vulnérabilités importantes avec un taux de crédit non performant
qui dépasse 13%. Point de stabilité relative. Le FMI note toutefois une croissance des envois de fonds de la diaspora et un faible taux de dette publique de 12,4% du PIB, le plus bas de la région Amérique latine et Caraïbes. Malgré ces quelques points stables, le FMI avertit que les risques économiques demeurent très élevés, principalement à cause de l'escalade de la violence des gangs. Pour restaurer la confiance, l'institution recommande des réformes urgentes, instaurer la transparence dans la gestion des finances publiques, mener une lutte acharnée contre la corruption et le blanchiment d'argent et renforcer la capacité administrative de l'État. Cette fragilité économique est exacerbée par une crise politique qui paralyse la transition du pays. Je vous en ai déjà parlé. En pleine crise socio-économique, le front politique ajoute de plus en plus de nouvelles couches d'incertitude. Et c'est ainsi, après avoir fait du surplace pour une question de référendum, ayant dépensé de l'argent par-ci et par-là, cette décision vient d'être mise sur pause. Et ce qui alimente maintenant les débats un peu partout. C'est la fin du 4e segment de nouvelles. Madame, Monsieur, restez branchés. Nous vous reviendrons juste après la pause. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Nous sommes bien le lundi 13 octobre 2025 et nous sommes rendus au 5e segment de nouvelles. Voici les principaux titres qui y seront développés. La spirale de la violence, l'insécurité s'intensifie dans l'Artibonite et s'étend à de nouvelles zones, tandis que les forces de l'ordre tentent de réagir. Crise de confiance politique, des partis appellent à la mobilisation contre le pouvoir de transition et rejettent la force internationale jugée comme une menace à la souveraineté. Au cœur du chaos, une analyse de fond du sociologue Louis Pierre décrypte la faillite historique des élites haïtiennes, principale cause de l'effondrement institutionnel. Controverse au sein de la justice, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince impliqué dans une affaire de tir, fragilisant davantage la confiance du public envers les responsables ou les figures d'autorité dans le pays. Réponse internationale, la Colombie s'engage à former des policiers haïtiens, tandis que les États-Unis lancent une initiative controversée de collecte de renseignements contre les gangs. Passons au développement de ces titres. La situation sécuritaire en Haïti demeure le défi majeur, avec une violence qui non seulement persiste, mais s'étend désormais à des zones jusqu'ici relativement épargnées. Cette escalade met à rude épreuve les capacités de la police nationale d'Haïti, PNH, qui multiplie les fronts pour tenter de contenir la menace des gangs. Les rapports les plus récents témoignent d'une inquiétante propagation de la violence. Le département de l'Artibonite est devenu un épicentre de la crise en 2025. Selon le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, au moins 24 attaques armées y ont été recensées entre janvier et septembre. Mais la violence déborde largement de cette région. Ce week-end, une attaque armée suivie d'un incendie a semé la panique à Kinskoff, dans une zone située entre Kanzoï et Winfarm, un événement que les témoins décrivent comme une première de cette ampleur dans cette commune des hauteurs de la capitale. Parallèlement, de violents affrontements ont éclaté à Piton, dans la commune de Mirbalais, où un jeune homme a été tué et un enfant de 7 ans blessé par balle. L'insécurité persiste également au cœur de Port-au-Prince, comme en témoigne une fusillade à Maïgaté où un homme a été blessé. Face à cette dégradation, les autorités s'efforcent de réagir. Pour renforcer la coordination dans l'Artibonite, le haut commandement de la PNH a nommé le commissaire divisionnaire Pierre-Louis Jean-Alex comme nouveau directeur départemental.
Des véhicules blindés ont également été acheminés pour appuyer les opérations dans ce département stratégique. Dans la capitale, la PNH mène des opérations d'envergure, notamment au centre-ville de Port-au-Prince, une zone que le gouvernement présente désormais comme un symbole de victoire dans sa lutte contre les gangs. Un territoire repris, comme il y en a eu de perdus, un territoire repris. Cette lutte sur tous les fronts, où chaque avancée policière semble contrebalancée par une nouvelle flambée de violence, offre un terrain fertile à la contestation politique, qui ne manque pas de capitaliser sur chaque faille sécuritaire. La crise sécuritaire alimente une profonde crise de confiance politique. Le Conseil présidentiel de transition, CPT, est de plus en plus contesté, tandis que la présence internationale est perçue avec une méfiance croissante par une partie de l'échiquier politique. Plusieurs formations politiques ont exprimé publiquement leur opposition, appelant à une mobilisation citoyenne. C'est le cas de Conviction pour Changement. C'est le cas de Contra Pepla. Commençons avec KPC, Conviction pour Changement. Ce parti dénonce ce qu'il qualifie d'échec du CPT sur les plans sécuritaires et électoral. Il exige la mise en place d'une transition crédible avant la date butoir du 7 février 2026 et appelle à un sit-in pacifique devant la villa d'accueil ce mercredi 15 octobre 2025 pour faire entendre ses revendications. Contra Pepla, à son tour, cette formation politique s'oppose fermement au déploiement de la force de répression des gangs qu'elle qualifie de nouvelle forme d'occupation étrangère. Selon le parti, qui accuse les puissances internationales d'avoir elles-mêmes contribué à la prolifération des armes, cette force ne fera qu'aggraver la misère et la dépendance du pays, selon Contra Pepla. Il appelle en conséquence à une résistance nationale pour défendre la souveraineté. Pour justifier sa position, le KPC, Conviction pour Changement, s'appuie sur le rapport alarmant du Haut-Commissaire des Nations Unies, citant des chiffres qui glacent le sang. Plus de 16 000 personnes tuées depuis janvier 2022 et entre 270 000 et 500 000 armes à feu circulant illégalement sur le territoire. Ces tensions politiques et sécuritaires, bien que brûlantes d'activité, ne sont pas nouvelles. Elles s'enracinent dans des problèmes structurels profonds, comme le démontre une récente analyse sociologique qui met en lumière la faillite historique des élites du pays. Pour comprendre comment Haïti en est arrivé à ce point de rupture, il faut s'éloigner des manchettes et se tourner vers l'analyse structurelle. Le sociologue Louis Nopierre propose une lecture décapante de la faillite historique des élites du pays, qu'il identifie non pas comme un symptôme, mais comme la racine même de l'effondrement institutionnel actuel. Selon lui, l'incapacité de ces élites à assumer leurs responsabilités a conduit à un effondrement généralisé. L'argument central de Maître Pierre se décline en 3 points clés que nous citons maintenant. L'élite néocoloniale et technocratique. De gros mots pour dire quoi? Cette élite historique a échoué à s'adapter aux transformations démographiques et économiques mondiales. Enfermée dans un modèle prédateur hérité de l'ère coloniale et formée à un savoir purement utilitaire, elle s'est révélée incapable de développer la vision et le leadership transformationnel nécessaires pour guider le pays. L'élite post-dictature numéro 2. Une nouvelle minorité qualifiée de prédatrice et hédoniste a émergé après 1986, selon lui, tirant son pouvoir de la corruption systémique, de la violence et de ses liens avec la criminalité organisée. Cette élite utilise les gangs pour neutraliser la concurrence, manipuler les élections et étouffer toute contestation populaire. Numéro 3. La destruction des institutions.
Cette double faillite a entraîné la destruction méthodique des piliers de la société. L'État a été saboté par le clientélisme et par la corruption. L'entreprise moderne a été dévoyée, devenant un instrument d'enrichissement familial. Enfin, l'université a été minée par les luttes de pouvoir internes et la marchandisation du savoir, perdant son rôle de moteur intellectuel. La conclusion de l'analyse est sans appel. Haïti est piégé, selon Maître Pierre, piégé dans un cycle de prédation qui ne pourra être brisé que par l'émergence d'élites renouvelées, dotées d'un sens éthique et d'un engagement sincère envers le bien commun. Cet effondrement, madame, monsieur, des institutions se manifeste de manière flagrante lorsque même les plus hauts responsables du système judiciaire sont accusés de comportements illégaux, sapant le peu de confiance qui subsiste. L'impact sur la confiance publique est dévastateur. Lorsqu'un haut responsable de la justice, de son côté, qui devrait d'une certaine façon représenter l'ordre à la discipline, se retrouve lui-même au cœur d'un scandale. Un incident impliquant le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Fritz Patterson Dorval, survenu ce week-end, fragilise encore davantage une institution déjà critiquée, dans un climat de méfiance généralisée. Selon plusieurs témoignages recueillis, les faits se seraient produits vendredi soir à Delma 33, à proximité d'un club. Le commissaire du gouvernement, en compagnie d'agents de sécurité, aurait ouvert le feu sans justification apparente. Des témoins rapportent que le groupe semblait avoir consommé de l'alcool de manière excessive et les tirs ont provoqué un mouvement de panique parmi les riverains. Vous imaginez? Face à cet événement, le parquet de Port-au-Prince observe pour l'instant un silence officiel. Cependant, l'indignation est vive sur les réseaux sociaux et plusieurs organisations de la société civile réclament l'ouverture d'une enquête indépendante et transparente. Un internaute a résumé le sentiment populaire en ces termes. Dans un moment côté n'a cherché stabilité, ça c'est pas exemple l'ordre, c'est exemple des ordres. Ce qui signifie, au moment où nous cherchons la stabilité, ce n'est pas un exemple d'ordre, c'est un exemple de désordre. Face à ces défaillances internes qui minent les fondements de l'État, la communauté internationale propose diverses solutions pour tenter de stabiliser la situation. Face à la complexité de la crise haïtienne, les partenaires internationaux intensifient leurs efforts de coopération. Bien que ces initiatives suscitent des réactions partagées au sein de la population. Sur le front de la coopération, la Colombie s'engage à former plusieurs policiers haïtiens dans le cadre d'un programme spécialisé qui débutera dès le mois de novembre. Cette initiative, soutenue par l'Agence de coopération internationale colombienne, a été confirmée lors d'une rencontre entre le chef de la PNH, André Jonas Vladimir Paraison, et l'ambassadrice Vilma Velasquez. Parallèlement, sur le plan judiciaire, le Canada a réuni le 10 octobre le comité de suivi des pôles judiciaires spécialisés afin de faire le point sur leur mise en œuvre, jugée essentielle pour accélérer la lutte contre l'impunité. Enfin, dans une approche plus directe et non sans controverse, les États-Unis ont lancé une initiative sur les réseaux sociaux. Elle encourage les citoyens à dénoncer anonymement les gangs en proposant désormais une incitation financière. J'ai dit désormais, mais c'est là depuis quelque temps, mais maintenant il y a de plus en plus d'argent pour d'autres chefs de gang. Je reprends mon idée. Les États-Unis proposent une incitation financière et une possible relocalisation pour les informateurs dont les renseignements mèneraient à des arrestations. Un programme qui aurait déjà engagé plus de 250 millions de dollars dans le monde, mais qui suscite en Haïti à la fois l'espoir de voir la fin de l'impunité et des craintes légitimes pour la sécurité des sources. Ces efforts internationaux, bien que significatifs, mettent en lumière un paradoxe central. Alors que l'aide extérieure tente de colmater les brèches, la résolution durable
de la crise, comme le démontrent les analyses et les tensions politiques, dépendra ultimement de la capacité d'Haïti à refonder de l'intérieur ses propres institutions et à faire émerger un leadership enfin à la hauteur des enjeux. Comme nous disons souvent, c'est pas moun dehors k'ap vin balé kay nou pour nous. C'est la fin du 5e segment de nouvelles. Restez branchés, madame, monsieur. Nous vous reviendrons après la pause. Madame, monsieur, merci de votre fidélité à RGDE, un long journal après un long week-end. Vous êtes bien sur RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025 et aujourd'hui notre attention se porte sur les multiples fronts de la crise haïtienne où les urgences sanitaires se heurtent aux défaillances de la gouvernance. De la résurgence d'épidémies que l'on croyait maîtriser à Port-au-Prince, aux tensions politiques qui paralysent des institutions de santé vitale en province, en passant par la bataille nationale pour la vaccination, le tableau est celui d'un système sous pression constante. Voici les principaux titres qui seront développés à ce 6e segment de nouvelles. Crise sanitaire à Port-au-Prince. Le choléra refait surface malheureusement. Pétionville en alerte maximale face à la contamination des eaux. Tension dans l'Artibonite. La société civile dénonce une politisation outrancière de l'hôpital La Providence des Gonaïves. La bataille de la vaccination, les ambitions nationales confrontées aux défis de l'insécurité et de la désinformation. Crise sanitaire à Port-au-Prince pour commencer. La capitale haïtienne fait face à une double menace sanitaire qui met en lumière les failles profondes de son système de santé et de son aménagement urbain. D'une part, la résurgence alarmante d'une épidémie de choléra et d'autre part, la contamination critique des sources d'eau créant un cocktail mortel pour les populations les plus vulnérables. Les faits les plus récents sont particulièrement inquiétants. Dans le quartier de Diegue, au cœur de la commune de Pétionville, une flambée de choléra est officiellement confirmée. On y dénombre déjà au moins 3 morts et 127 cas d'infection recensés. Cette crise locale s'inscrit dans un contexte national préoccupant, avec plus de 2500 cas enregistrés à travers le pays depuis janvier 2025 par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. Si vous savez prier, c'est le temps de prier pour Haïti. Les causes de cette flambée sont multiples, mais les regards se tournent vers la localité de Pèlerin 5, au sein même de Diegue. Là-bas, les résidents dénoncent la contamination d'une source d'eau par des fosses septiques issues de constructions anarchiques. Ils attribuent plusieurs cas suspects et des drames récents à cette situation, comme celui de cette mère qui aurait perdu 3 enfants après avoir consommé cette eau. Si les autorités sanitaires n'ont pas encore confirmé un lien direct entre cette source spécifique et l'épidémie, la situation illustre le risque sanitaire extrême auquel la population est exposée. Face à cette urgence, les autorités sanitaires ont annoncé un plan d'urgence. Le MSPP a détaillé plusieurs mesures clés, notamment le renforcement des campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène, la mobilisation de la task force sanitaire, la task force change de paradigme, la mise à disposition de points d'eau chlorés dans les lieux publics. Cette situation ravive de douloureux souvenirs évidemment, et pour moi et pour vous tous qui vous souvenez ce qui s'est passé après vers 2010. L'épidémie de choléra qui a frappé le pays entre 2010 et 2018 avait causé plus de 819 000 cas et entraîné la mort d'au moins 9 700 personnes. Le retour de ce que beaucoup considèrent comme un fléau meurtrier souligne la fragilité des acquis sanitaires. Au-delà de la crise épidémique, c'est la gouvernance même du secteur de la santé qui est aujourd'hui remise en question, comme en témoigne la situation explosive dans l'Artibonite. Tension politique à l'hôpital des Gonaïves. Le conflit qui secoue l'hôpital La Providence des Gonaïves est un cas emblématique des interférences politiques qui
qui minent le système de santé haïtien. Dans une région qui a pourtant réalisé des progrès sanitaires, ces manœuvres menacent de saper la confiance et de paralyser une institution essentielle. Le cœur de la controverse réside dans le remplacement du docteur Exène Joseph, le directeur exécutif de l'hôpital. Dans une note de presse publiée ce 11 octobre, le comité citoyen Gonaïves Debout a publiquement dénoncé cette décision qu'il considère comme injustifiée. Les accusations portées par le comité sont graves. Il qualifie ce remplacement d'acte de politisation outrancière et soupçonne des motivations liées à des intérêts électoralistes et financiers. Selon la plateforme, la décision n'est en aucun cas liée à la performance du docteur Joseph, dont le bilan est décrit comme unanimement apprécié pour son rôle dans la modernisation de l'établissement. Face à ce qu'il qualifie d'ingérence politique, Gonaïves Debout a annoncé 3 actions immédiates. Premièrement, le comité suspend tout appui à la réhabilitation de l'hôpital. Deuxièmement, il exige une enquête indépendante sur les dérives politiques dans le département. Et enfin, il recommande la création d'un comité de surveillance citoyen pour garantir la bonne gouvernance. Cette crise de confiance locale fait écho à un défi bien plus large. La difficile bataille pour la santé publique à l'échelle nationale, notamment sur le front de la vaccination. La bataille nationale pour la vaccination. La campagne nationale de vaccination représente un enjeu stratégique pour l'avenir de la santé publique en Haïti. Elle incarne le contraste saisissant entre les ambitions élevées des autorités et les dures réalités d'un terrain marqué par l'instabilité et la méfiance. L'objectif officiel porté par le MSPP, avec le soutien de partenaires comme l'OPS, l'OMS et le gouvernement canadien, est de faire passer la couverture vaccinale nationale de 75 à 95%. Des succès récents démontrent que cet objectif n'est pas hors de portée. En 2024, une campagne de rattrapage contre la diphtérie a permis de vacciner plus de 234 000 enfants. De même, des campagnes ciblées contre le choléra dans l'Artibonite ont enregistré plus de 200 000 vaccinations, dépassant même les objectifs fixés. Cependant, de nombreux obstacles freinent cette ambition nationale. Ils sont de plusieurs ordres. L'insécurité, la désinformation, les défis logistiques et le manque de suivi. Voyons cela en détail. L'insécurité. Selon l'OPS, plus de 85% de la zone métropolitaine de Port-au-Prince est sous l'influence de groupes armés, comme pour répéter ce qui est dit dans plusieurs rapports. Cette situation rend l'accès à de nombreuses communautés extrêmement difficile, voire impossible pour les équipes de santé. La désinformation, la méfiance d'une partie de la population reste un frein majeur. Les rumeurs sur les vaccins persistent. Comme en témoigne cette mère de la capitale, ils m'ont dit que le vaccin pouvait rendre malade. J'ai peur pour mes enfants. Fin de citation. Les défis logistiques aussi. Les contraintes sont immenses. Le transport des vaccins est périlleux. Vous savez, en Haïti, si vous avez vécu en Haïti, vous connaissez la situation. Les ruptures de la chaîne du froid sont fréquentes à cause des coupures de courant et le manque de personnel formé se fait cruellement sentir. Et en dernier lieu, le manque de suivi. De nombreux enfants, qualifiés de zéro dose, échappent complètement au système de santé et ne reçoivent aucune vaccination, faute de campagne continue et d'un encadrement communautaire efficace. La réussite de cet objectif national dépendra donc de la capacité des autorités et de leurs partenaires à surmonter ces défis systémiques. Pour y parvenir, il sera crucial de sécuriser les zones vulnérables, de combattre la désinformation par des campagnes crédibles, d'amélioration pour la logistique et d'assurer un suivi durable des enfants non vaccinés. La vaccination est devenue un véritable symbole de la résilience du pays. Madame, Monsieur, merci de votre patience. C'est la fin du 6e segment de nouvelles. Juste après la pause, nous reviendrons pour la suite de notre bulletin de nouvelles.
Madame, Monsieur, merci d'avoir choisi RGDE Nouvelles pour vous informer. Merci de votre fidélité. C'est l'info sans détour et une analyse objective. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025. Voici les titres qui seront développés à ce 7e qui est l'avant-dernier segment de nouvelles. Justice et mémoire. 6 ans après l'assassinat du journaliste Néhémie Joseph, son dossier judiciaire piétine à Mirebalais, une ville désormais sous l'emprise des gangs. Service à la diaspora, le gouvernement haïtien harmonise les tarifs des passeports à l'étranger pour plus de transparence et d'équité. Prévention des catastrophes, à Cap-Haïtien ou au Cap-Haïtien, un forum est lancé pour faire des jeunes des acteurs clés dans la réduction des risques de désastre. Administration publique, l'Office d'assurance véhicule, OAVCT, lance un programme spécial de régularisation des polices d'assurance avec une date butoir et des sanctions à la clé. C'est le temps de développer ces points annoncés. Justice et mémoire, le combat pour Néhémie Joseph. 6 ans après l'assassinat du journaliste Néhémie Joseph, ce triste anniversaire met en lumière les défis systémiques qui entravent Haïti. L'enlissement de ce dossier judiciaire est devenu un puissant symbole de la lutte contre l'impunité, de la précarité, de la liberté, de la presse et de l'emprise croissante de l'insécurité qui paralyse les institutions du pays. Les faits demeurent inchangés. Le 10 septembre 2019, Néhémie Joseph était abattu à Mirebalais. Aujourd'hui, son dossier est toujours en cours à la cour d'appel de Hinche. La quête de justice est d'autant plus difficile que les avocats de la famille et les proches de la victime continuent de subir des pressions et des campagnes d'intimidation, notamment sur les réseaux sociaux. Néhémie Joseph n'était pas seulement un journaliste critique dénonçant la corruption. Il était également un entrepreneur social profondément investi dans sa communauté. Il a cofondé l'école de technologie médicale Ziel Nielsen, a créé le réseau Panic pour soutenir l'équipe sportive locale et a mobilisé la population pour nettoyer les rues de Mirebalais. Son héritage de courage et d'engagement continue d'inspirer, comme le résume son avocat, Maître Robinson Mazarin, et je cite, « Parler de Néhémie Joseph, c'est déjà un acte de résistance. » On est rendu là? La situation actuelle illustre un cercle vicieux tragique. Mirebalais, sa ville natale, est aujourd'hui presque entièrement sous le contrôle de groupes armés. La paralysie du système judiciaire est donc à la fois une cause et une conséquence de cette prolifération des gangs. L'impunité alimente la violence et la violence détruit l'environnement même nécessaire à l'exercice de la justice. Tandis que la justice piétine en Haïti, le gouvernement se tourne vers sa diaspora avec une importante réforme administrative. Donc, ce qui nous amène à notre deuxième titre pour ce segment de nouvelles, service consulaire, nouveaux tarifs pour les passeports à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères et des Cultes, avec le soutien explicite du Conseil présidentiel de transition, a annoncé une harmonisation des tarifs pour les passeports. Cette décision stratégique vise à répondre à une demande de longue date de la diaspora haïtienne pour plus de cohérence, de transparence et d'équité dans les services consulaires, quel que soit le pays de résidence. Voici les détails de cette nouvelle tarification qui sera appliquée dans tous les consulats haïtiens à travers le monde. Passeport pour adultes, coût $125 américains. Passeport pour mineurs, le coût $100 américains. Un changement majeur accompagne cette mesure, la suppression des services d'urgence et d'extrême urgence. Parce qu'on a souvent entendu des gens dire « Mais j'ai payé pour l'urgence ou j'ai payé pour l'extrême urgence ?» Vous voyez, quand l'urgence n'a pas fonctionné, on a créé l'extrême urgence. Et là encore, vous entendez les gens dire qu'ils ont payé pour
et les passeports ne sont pas livrés, même selon le délai standard. Alors, le changement qui accompagne tout ça, il n'y aura plus de services d'urgence et d'extrême urgence. Tout le monde va suivre le même calendrier, le même délai. L'objectif est d'assurer une procédure uniforme et un traitement équitable pour tous les demandeurs. Cette réforme a été saluée par l'ancien conseiller diplomatique, Maître Jackenson Saint-Julien, qui la qualifie de décision stratégique. Selon lui, elle vise à garantir le droit fondamental à l'identité et à moderniser la diplomatie haïtienne au bénéfice notamment des Haïtiens établis en Amérique latine. Il faut toutefois noter une divergence d'informations importante. Au moment de cette annonce, le site web officiel de l'ambassade d'Haïti à Washington continuait d'afficher les anciens tarifs, soit $170 pour un adulte et $160 pour un mineur. Donc, du service aux citoyens à l'étranger à la mobilisation de la jeunesse sur le terrain. À Cap-Haïtien, l'avenir se prépare face aux risques naturels. Prévention des risques, la jeunesse de Cap-Haïtien mobilisée. C'est notre troisième titre pour ce segment de nouvelles. L'urgence d'une telle initiative est rappelée par des chiffres alarmants. Selon les données du GFDRR publiées en 2020, plus de 93% du territoire haïtien et 96% de sa population sont exposés à des catastrophes naturelles. Cette vulnérabilité extrême souligne l'importance critique du thème du forum. Financer la résilience, pas les catastrophes. C'est vrai, prévenir vaut mieux que guérir. Et comme on dit en créole, des fois, n'après fait mes barrières les cabrites fin passer. Donc, évitez mieux passer mandé pardon. En investissant dans la prévention menée par les jeunes, les organisateurs entendent passer d'un cycle coûteux de réponse post-catastrophe à un modèle durable de résilience proactive. C'est dans cet esprit qu'a été lancé à Cap-Haïtien le Forum des jeunes sur la réduction des risques de désastre. Organisé par l'UNESCO en collaboration avec la protection civile, cet événement se veut un tournant dans l'implication de la nouvelle génération. L'objectif principal du forum est clair. Transformer les jeunes en véritables acteurs du changement, capables de partager leurs connaissances, de promouvoir des comportements préventifs au sein de leur communauté et de contribuer activement à la construction d'une société haïtienne plus résiliente. De la prévention des catastrophes naturelles à la sécurité routière, l'administration publique lance un appel aux automobilistes. Il faut rouler tout en étant en sécurité. Ça, c'est un petit problème, le grand désordre dans notre pays. Des gens qui roulent, ils n'ont pas de permis ou leur voiture n'est pas assurée. Et on va le savoir parce qu'il y a souvent un malheur. L'administration publique, l'OAVCT, travaille sur la régularisation des assurances. L'Office d'assurance véhicule contre tiers, dit l'OAVCT, a lancé une initiative à double vocation. Nous en avons parlé la semaine passée. Dans une note signée par son directeur général, Pierre-Jean-Raymond André, l'institution annonce une mesure visant à la fois à alléger le fardeau financier des citoyens et à renforcer la régularisation administrative et la sécurité routière dans le pays. Nous ne faisons que répéter ce que vous avez peut-être déjà entendu. Donc si vous êtes concerné, de grâce, agissez. Un programme spécial de régularisation est mis en place avec des modalités précises et une date limite stricte. Date limite, les propriétaires de véhicules ont jusqu'au 3 novembre 2025 pour régulariser leur situation sans pénalité. Facilité numéro 1 qui est offerte pour les polices non renouvelées, les polices d'assurance non renouvelées depuis 3 ans, seul le paiement d'une seule année sera exigé. Donc 2 ans en cadeau. Facilité numéro 2 pour les polices d'assurance
En défaut depuis 5 ans, le paiement de 2 années suffira à régulariser la situation. Donc, cadeau de 3 années. Waouh! L'OAVCT a également été très clair sur les conséquences pour ceux qui ne se conforment pas à cette mesure. À partir du 4 novembre 2025, donc dans moins d'un mois, nous sommes bien le 13 octobre, donc tout véhicule non régularisé sera automatiquement radié du système de l'institution. Je ne sais pas trop ce que cela implique, mais j'ai toujours posé la question chaque fois que je dis la même chose, je reprends les mêmes informations. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire, un véhicule radié du système de l'institution? Est-ce que c'est récupérable? C'est à vous de vous informer auprès de l'OAVCT, mais le mieux, c'est d'agir dès maintenant et d'éviter d'avoir à vous raconter. De plus, les noms des propriétaires concernés, ainsi que les informations sur leur véhicule, seront publiés dans les journaux. Waouh! Vous serez rendu sur la place publique. L'institution lance donc un appel à la responsabilité citoyenne, invitant tous les automobilistes à saisir cette dernière opportunité pour se mettre en règle. C'est la fin du 7e et avant-dernier segment de nouvelles. Restez branchés. Madame, Monsieur, nous reviendrons pour le tout dernier segment. Madame, Monsieur, merci d'avoir choisi RGDE Nouvelles pour vous informer. Merci d'être resté jusqu'à présent avec nous. Vous êtes bien sûr RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025. Donc aujourd'hui, l'actualité haïtienne est dominée par des nouvelles qui soulignent le rayonnement du pays sur la scène internationale et la célébration de ses talents. De la culture à l'art, en passant par le leadership et le sport, Haïti affirme sa présence. Nous reviendrons en détail sur les moments forts qui ont marqué ce week-end et sur les enjeux de la journée. Voici les grands titres de ce dernier segment du journal. Osaka 2025, Haïti séduit le monde. Le pavillon national connaît un succès retentissant à l'exposition universelle. Art haïtien à l'honneur. Le sculpteur Woodley Kaimit reçoit une distinction majeure à Paris. Plus de détails à venir. Leadership féminin en lumière. Lancement de la 6e édition de l'hommage aux femmes modèles et inspirantes. Soir de vérité pour les Grenadiers. Match crucial au Honduras pour la qualification à la Coupe du Monde. Restez avec nous pour le développement de ces nouvelles. Rayonnement culturel, Haïti à l'exposition universelle d'Osaka. La participation d'Haïti à l'exposition universelle d'Osaka, Kansai 2025, représente une plateforme stratégique pour redéfinir le récit national. Ce samedi 11 octobre, une journée spéciale a été consacrée à la célébration de la culture haïtienne, offrant une vitrine exceptionnelle sur la créativité et la résilience du pays. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence de dignitaires de haut rang, notamment le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, M. Laurent Saint-Cyr, le ministre du Tourisme, M. John-Éric Dessources, et l'ambassadeur d'Haïti au Japon, M. Louis Harold Joseph. Leur présence a souligné l'importance de cet événement pour le rayonnement international d'Haïti. L'ambiance était à la fête avec des performances énergiques du groupe Asakivle, A-S-A-K-I-V-L-E, qui a allié rythme traditionnel et modernité, des percussions vibrantes de Titambou et les mix festifs de DJ Manito qui ont animé un défilé de rara captivant le public japonais. Le succès est au rendez-vous pour le pavillon haïtien intitulé Haïti en 7 lieux. Depuis son ouverture en avril, il a déjà accueilli plus de 400 000 visiteurs. L'espace est conçu pour une immersion dans 7 facettes de l'identité nationale. Le patrimoine, l'art, la jeunesse, la nature, la gastronomie, l'innovation et la résilience.
Dans une déclaration, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a salué cet événement comme l'illustration d'un nouveau récit national, celui d'une Haïti créative, fière et ouverte sur le monde. Cette réussite culturelle collective fait écho à la reconnaissance individuelle de nos artistes sur la scène mondiale. Woodley Caïmit honoré à Paris. Dans le sillage de ce rayonnement culturel, un artiste haïtien a reçu l'une des plus hautes distinctions européennes, la médaille de Vermeil, décernée par la prestigieuse Société académique Arts, Sciences, Lettres, est une reconnaissance de l'excellence et de la contribution exceptionnelle d'un artiste au patrimoine mondial. Ce samedi 11 octobre à Paris, c'est l'artiste sculpteur haïtien Woodley Caïmit, connu sous le nom de Philippot, qui a été honoré. Cette distinction récompense son engagement, son innovation et sa capacité à conjuguer technique, symbolisme et mémoire historique. Son œuvre a un impact international significatif, comme en témoignent plusieurs de ses réalisations majeures. Par exemple, le buste de George Floyd exposé au MoCADA à New York, les bustes de Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe qui ornent le salon diplomatique de l'ambassade d'Haïti à Washington, les statues monumentales d'Alexandre Pétion et Simon Bolivar inaugurées à Jacmel. Avec une grande émotion, l'artiste a dédié son prix à sa patrie. Et je cite ses propos, « Et je dédie cette médaille à Haïti qui souffre, mais qui peut être fier de son fils, qui porte son nom et sa culture positivement partout. » Fin de citation. C'est très bien dit. Cette consécration individuelle renforce l'image d'une Haïti résiliente, une résilience incarnée au quotidien par les femmes leaders du pays. Mais c'est le temps de parler des femmes, hommage aux femmes modèles et inspirantes. Reconnaître et célébrer le leadership féminin est un pilier fondamental pour le développement et la stabilité sociale en Haïti. C'est dans cet esprit que le réseau des femmes haïtiennes modèles et inspirantes, REFEHMI, a annoncé le lancement officiel de la 6e édition de la cérémonie d'hommage aux 50 femmes haïtiennes modèles et inspirantes. Placée sous le thème évocateur « Femme, c'est racine, la femme est la racine », cette édition vise à reconnaître les femmes comme la mémoire, la force et la sève de la nation. La cérémonie se tiendra les 9 et 10 janvier 2026 à Port-au-Prince. Depuis sa création en 2020, cette initiative a déjà mis en lumière le parcours de plus de 250 femmes issues de secteurs variés, de l'éducation à l'entrepreneuriat. Selon sa fondatrice, Eunice Saint-Cyr, l'objectif est clair, rendre aux femmes l'honneur qu'elles méritent et inspirer la prochaine génération de leaders. Une initiative qui met en lumière la force intérieure du pays, une force que nos grenadiers devront puiser ce soir sur la pelouse. Vous savez prier, prions pour eux. Les grenadiers face à un défi crucial. C'est le temps de parler du sport, vous l'avez compris. En sport, tous les regards sont tournés vers Tegucigalpa ce soir, où l'équipe nationale de football, les Grenadiers, fait face à un enjeu capital, ou fera face, si vous m'écoutez le matin, fera face à un enjeu capital dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. La situation est tendue. Haïti est actuellement le leader fragile du groupe C avec 5 points et un différentiel de but de plus 3. Pas beaucoup, pas une marge importante. Donc, l'équipe affronte son adversaire le plus direct, le Honduras, qui compte également 5 points, mais avec un différentiel de plus 2. Vous voyez? Donc, ce match qui se déroule ce lundi 13 octobre est donc un choc décisif pour la première place du groupe. Dans une nouvelle positive pour l'avenir du football haïtien, la sélection masculine U17 parallèlement a été désignée tête de série pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. La phase qualificative de cette compétition se tiendra en février 2026, offrant une belle perspective pour la relève. Météo économie, bulletin météo. Passons maintenant à ces détails qui importent et qui nous
qui nous demande de faire prudence et de savoir comment le temps se déroulera pour cette journée du lundi 13 octobre et demain. Donc, l'influence d'un front quasi stationnaire sur Cuba augmente l'humidité sur Haïti. Cette situation pourrait entraîner une légère hausse des activités pluvio-orageuses sur une grande partie du pays, principalement en fin d'après-midi et en soirée. À Port-au-Prince et ses environs, la température maximale mesurée a été de 32 degrés Celsius et la maximale prévue est de 23 degrés Celsius. Concernant le calendrier pour Port-au-Prince, ce lundi 13 octobre, le soleil s'est levé à 6h ou se lèvera à 6h43 et se couchera à 18h26. Taux du jour, sur le plan économique, le taux de référence de la Banque de la République d'Haïti, BRH, pour ce début de semaine est de 130,67 et 27 centimes, 130 gourdes 67 et 27 centimes pour un dollar américain. Madame, Monsieur, c'est le temps de conclure notre long bulletin. Je ne vais pas reprendre tous les titres qui ont été développés pour ne pas vous fatiguer. Merci de votre patience. Voici un bref rappel de quelques-unes des informations principales de ce bulletin. La culture haïtienne a brillé à l'exposition universelle d'Osaka, tandis que le talent de sculpteur Woodley Kaimit était consacré à Paris. Sur le plan national, la 6e édition de l'hommage aux femmes leaders a été lancée. Enfin, dans le monde du sport, un match décisif attend nos grenadiers ce soir face à Honduras. Sinon, le gouvernement recule sur le projet de référendum et sa seule priorité pour l'instant, c'est de réaliser des élections et il est même souhaité que ce soit réalisé avant le 7 février 2026, ce qui a provoqué pas mal de critiques pour l'argent gaspillé pour le référendum qui n'aura pas lieu et aussi critiques pour le temps très court pour la réalisation des élections avant le 7 février. C'est tout pour ce bulletin de RGDE Nouvelles, l'info sans détour, une analyse objective. Merci de nous avoir accompagnés. Rendez-vous au prochain bulletin pour continuer à suivre l'actualité ensemble. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour soutenir notre mission, bâtir un pont d'information entre Haïti et sa diaspora. On se retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles et histoires qui comptent. Restez connectés, restez fiers. Au revoir.